Au programme de la première partie, un sujet important aussi, l'outre-mer, des îles isolées, loin de la métropole, comment les 2,7 millions de Français de ces territoires vivent cette épidémie. On en parle avec nos invités. On partira ensuite en Côte d'Ivoire pour comprendre comment ce pays gère le coronavirus et pourquoi ce coronavirus est un enjeu majeur sur le continent africain. L'ONU y prédit des millions de morts. De la musique, beaucoup de musique dans À l'air libre aujourd'hui. Rodolphe Burger nous fait le plaisir de rejouer un de ses classiques, Radioactivité pour Mediapart. Et Renaud Capuçon nous jouera du violon. Enfin, je rappelle les deux adresses où vous pouvez nous écrire: alairlibre@mediapart.fr pour vos témoignages, covid@mediapart.fr pour vos infos et documents d'intérêt général. À l'air libre numéro 11, c'est parti. « 2,7 millions de Français en Outre-mer, soit un peu plus de 3% de la population, répartis sur 3 océans, sur des dizaines d'îles. Vous comprenez comment que la problématique est importante en cette période de coronavirus. Comment les ultramarins vivent l'épidémie? L'Union nationale prônée par Emmanuel Macron les inclut-elle? Pour en parler, j'accueille Philippe de Chazourne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, président fondateur de l'association Med-Océan à La Réunion et régulateur au Centre 15, toujours à La Réunion. Patricia Braflon-Trobo, bonjour. Bonjour. Vous êtes là en Guadeloupe, vous êtes autrice d'essais, je cite le dernier, Noir et manager aux éditions Nestor. Julien Sartre, bonjour. Bonjour. Et Julien, je me permets le tutoiement car tu es journaliste à Mediapart où tu suis l'actualité en Outre-mer. Et justement, tu rentres tout juste d'Océanie. Alors, on va parler de ces îles coupées du monde. Mais avant cela, est-ce que tu peux nous raconter ton périple de retour? Ça a été assez long et complexe. Oui, c'était long, c'était compliqué et c'était significatif des problématiques que rencontre l'outre-mer en général, l'Océanie en particulier. En fait, j'avais embarqué sur un cargo pour faire du reportage dans les îles lointaines de Polynésie. C'était le Nukuhau et je devais aller dans les Tuamotu Sud, jusqu'au Gambier. Et au moment en fait, la situation sanitaire locale et mondiale s'est dégradée extrêmement rapidement alors que j'étais en mer. Et au fur et à mesure, des jours qui passaient, des jours de mer, je ne pouvais plus réaliser mon reportage, c'était impossible, j'étais confinée à bord. J'ai dû être rapatriée au bout d'une dizaine de jours de mer depuis les Tuamotu, qui sont donc, et il faut bien avoir conscience, la Polynésie, c'est un archipel de 118 îles, c'est sur une superficie qui est vaste comme l'Europe. Donc mon trajet retour s'est fait en avion, il a duré 4 heures. Mais c'était une immense galère. Je suis rentré avec des enfants qui étaient en train d'être rapatriés sur leurs îles. Ensuite, je suis arrivé à Papeete et là, il y a une nouvelle problématique qui a commencé puisque l'archipel de Polynésie française, dans son ensemble, était en train de se couper du monde. Il n'y avait plus de vols pour rentrer en France, pour rentrer à Paris. Les avions étaient pleins, des tas d'aéroports avaient fermé. Alors, j'ai finalement réussi à rentrer il y a 2 jours. Et cette fois, ça y est, la Polynésie est coupée du monde. C'est une stratégie, c'est le but même du gouvernement de Polynésie française et des autorités du gouvernement local et des autorités françaises. Voilà, l'idée, c'est un genre d'autarcie pour préserver les populations vulnérables des îles. Voilà. Jusqu'à quand la Polynésie peut tenir en autarcie comme ça? Alors, étant donné que les liaisons aériennes sont complètement coupées, mais il y a une grande partie de l'approvisionnement qui se passe par fret maritime, ça peut durer assez longtemps. Le gouvernement de Polynésie française, lui, estime que si ça dure plus de 2 mois, la situation sera catastrophique et ce sera un véritable désastre. Donc, ils espèrent contrôler le virus, contrôler la contamination et sortir de cette situation en moins de 2 mois. Alors justement, dans Mediapart, tu écris que l'Océanie ne peut compter que sur elle-même. Est-ce que c'est le sentiment que les gens ont là-bas? Et puis après, je pose la même question à nos deux invités. Encore une fois, c'est plutôt une stratégie. C'est vécu d'une façon assez inégale à l'échelle de l'outre-mer. Pour l'Océanie, c'est plutôt vu comme une chance. C'est-à-dire que ce sont des endroits qui sont de toute façon isolés et qui, eux, n'aspirent qu'à se protéger.
Et alors, on va poser la question. Enfin, c'est très bien de poser la question aux gens de la Réunion et de la Guadeloupe, par exemple, puisque la problématique est complètement différente. Hein. Ouais, comment vous, à la Réunion, Philippe de Chasebonne, vous vivez ça? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes livré à vous-même? Pour l'instant, non, parce que je pense que l'île vit un peu sur ses réserves. Mais c'est évident que si ça peut durer plusieurs semaines, on va se poser la question. Mais les circuits courts, depuis le temps que beaucoup en parlent avec les productions locales, etc., il serait peut-être temps d'y penser. Parce que la Réunion et peut-être d'autres îles sont totalement sous dépendance des avions cargo, des avions, des bateaux. Et là, on se rend compte que finalement, qu'est-ce qu'on va manger demain si jamais il n'y a plus rien qui arrive par les avions. Donc, c'est une problématique qu'on n'a pas encore, mais qui pourrait peut-être surgir un de ces jours dans cette pandémie. En tous les cas, il va falloir y travailler pour la suivante. Alors, les parlementaires de Martinique, et là je me tourne davantage vers Patricia, mais ça vaut pour tous les deux, les parlementaires de Martinique ont envoyé une lettre ouverte à Emmanuel Macron, lettre ouverte qui va s'afficher. Ils demandent notamment, alors j'attends que la lettre ouverte s'affiche, voilà, lettre ouverte au président de la République. Ils demandent notamment un dépistage généralisé de la population, une réquisition de locaux, une augmentation rapide des moyens de protection pour le personnel de santé et la garantie des moyens financiers et opérationnels. L'une des sénatrices signataires de cette lettre a obtenu que des médecins cubains soient autorisés par décret à venir en renfort en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, c'est plutôt dans la zone Caraïbe et ça concerne davantage Patricia Brafland-Trobo. Mais la même question, je la pose à Philippe de Chasebonne parce que vous êtes professionnel de santé. Là, si demain, vous deviez écrire une lettre à Emmanuel Macron, vous demanderiez quoi, vous, pour que cette épidémie soit la mieux gérée? Je crois que ça sera après-demain parce que là, vraiment, on est vraiment en pleine épidémie. Donc, à mon avis, on n'est pas vraiment, c'est l'histoire des politiques, ça. Là, nous, on essaye de gérer au quotidien, c'est-à-dire de répondre à la demande des patients, mais surtout à la demande des patients qui ne sont pas coronavirus positif, c'est-à-dire la médecine générale classique. Et je crois que le nombre de morts qu'on aura à la fin ne sera pas du tout, forcément, il y aura peut-être beaucoup de morts dues au coronavirus, mais malheureusement beaucoup de morts, ce qu'on pourrait appeler des produits dérivés, c'est-à-dire tous ceux qui n'auraient pas pu avoir le 15 sur leur médecin traitant, des diabètes totalement déséquilibrés qui vont faire des comas, des appendicites qui vont suppurer, qui n'auront pas pris en charge. Et toute la problématique, à mon avis, c'est de rester les pieds sur terre et de faire quand même de la médecine avec un argumentaire, un interrogatoire et des prises de décision qui ne sont pas comme ça, qui sont en fonction de la connaissance de la science. Et on a un petit peu l'impression que tout part en vrille actuellement et tout est basé sur le coronavirus. Moi, ce qui me fait peur, c'est pas le coronavirus, c'est le reste. C'est donc toutes les autres pathologies dont la population peut être atteinte et qui qui empirerait sous le coronavirus, en fait. Et surtout, puisqu'on instille quand même la peur qui, à mon avis, est quand même un petit peu démesurée et réaliste, c'est que les personnes n'osent même plus aller voir le médecin traitant. Donc, on a des renouvellements d'ordonnances faits par des tiers, c'est-à-dire des pharmaciens, sans aucune réévaluation. Ça peut être gravissime dans les cas d'anticoagulants, d'antiépileptiques, etc. On fait plus de la médecine, hein. On fait des espèces on fait au mieux en fonction des appels, mais franchement, quand on régule au 15, c'est plus vraiment de la régulation médicale. On va passer à côté de tout un tas de pathologies qui, en temps normal, auraient pu être prises en charge convenablement. Et là, faute de peur outrancière, peut-être justifiée au niveau de son confinement, je ne remets pas en cause, mais en dépit du bon sens de ce qu'on a appris depuis 30 ans à la faculté. La thèse du gouvernement français, c'est de dire que les Outre-mer gèrent la crise avec un mois d'avance sur la métropole et que donc ça va bien se passer. Patricia Brafland-Trobo, vous êtes d'accord avec ça ? Alors, c'est sûr que nous avons la chance d'être un petit territoire, d'avoir effectivement cette avance et que le confinement soit beaucoup plus facile chez nous parce que le message passe beaucoup plus facilement. La population est extrêmement sensibilisée parce que nous avons aussi corps médical qui a été assez présent dès le début, notamment toute l'équipe du CHU qui a été extrêmement présente, qui a fait beaucoup de diffusion, beaucoup de sensibilisation. Donc, la population a compris. Et puis, il y a aussi la mobilisation de la société civile où les personnes se sont beaucoup impliquées pour sensibiliser au confinement.
Donc, les personnes sont très sensibles au confinement. Donc, ce qui fait que nous n'avons pas d'explosion, le nombre de cas n'explose pas littéralement. Nous n'avons pas de pic. Nous avons des cas qui augmentent, par exemple, de 106 à 114. Bon, nous avons eu 5 décès de personnes âgées, c'est sûr, mais il n'y a pas cette peur. Et j'ai une amie médecin qui ne me relate pas ce dont parle le médecin ici présent. C'est-à-dire que les cabinets médicaux sont certes un peu vidés, mais les personnes restent en lien avec les médecins parce que le territoire est très petit et extrêmement bien quadrillé en termes de médecins. C'est sûr que ce n'est pas la panacée. Nous avons un CHU et c'est aussi un des éléments qu'il faut prendre en compte. Le CHU de la Guadeloupe a connu un incendie en 2017. Donc, toute la population sait qu'elle ne peut pas prendre le risque de s'amuser à braver le confinement et à étendre la maladie parce que nous partons avec un handicap. Donc, ce qui fait que ça a un effet d'aider à la gestion au mieux de la montée des cas. Mais c'est assez bien jugulé et nous espérons que ça va continuer. D'autant que beaucoup de communes sont en train de passer aussi au couvre-feu. D'accord. Julien, est-ce que tu peux nous dire, en gros, les Outre-mer, à quel point ces territoires sont touchés, si tu as un bilan chiffré peut-être? Alors, il y a le bilan chiffré, il est pour l'instant de 660 cas diagnostiqués dans l'ensemble de l'Outre-mer, les collectivités et les départements, les 3 océans confondus. Moi, j'aimerais rebondir aussi sur ce que disait Patricia. Il y a vraiment un élément, il faut bien avoir conscience que, voilà, par exemple, en Guadeloupe, et c'est assez significatif, le CHU a brûlé. Donc, les gens ne peuvent pas se permettre enfin voilà, ils font gaffe. Et en fait, l'idée, c'est un peu ça dans tout l'Outre-mer. Les infrastructures sont déficitaires, délaissées depuis très longtemps. Et si à La Réunion, contrairement à la Guadeloupe, il y a un terrain un peu plus favorable à la panique, c'est aussi, en fait, c'est bizarrement pour les mêmes raisons. Et parce que les infrastructures sanitaires sont largement insuffisantes, ça fait longtemps, c'est documenté depuis toujours. Il y a des manifestations, des appels et tout, des grèves. Mais de façon, il y a quand même un écart avec la métropole. Faut bien avoir ça en tête. Et il y a aussi quelque chose qui s'est passé à La Réunion et qui a été très mal vécu, je crois. Enfin, peut-être que le docteur de Chazonde peut nous en parler, mais il y a des masques qui ont été distribués et qui étaient moisis, qui étaient recouverts d'une pellicule verdâtre, qui était inutilisable. La ministre des Outre-mer s'en est émue, en tout cas, on lui a posé la question, elle a reconnu que c'était quelque chose qui était inacceptable. Et en fait, ce genre de choses, ça fait des dégâts au-delà du plan sanitaire, quoi. C'est une violence. Et quand les photos des masques moisis recouverts d'une pellicule verdâtre ont circulé sur les réseaux sociaux à La Réunion, ça a eu un effet terrible, quoi. Désastreux. Philippe de Chazonde, une réaction? Oui, non, mais ce qu'il faut retenir de tout ça, bien au-delà des masses, c'est qu'il y a des personnes qui font pas leur boulot. Tous ces ronds de cuir qui sont payés outrageusement n'ont rien fait depuis la crise du chikungunya en 2006, pour lequel on avait fait une étude sur les signes cliniques, et puis celle du H1N1 un peu plus tard, pour lesquelles moi personnellement j'avais été auditionné au Sénat avec tout un tas de préconisations. Rien n'a été fait. Ce sont des gens, à mon avis, qui n'ont pas leur place et n'écoutant absolument pas les acteurs de terrain. Les acteurs de terrain dans la santé, c'est qui? C'est les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, enfin les assistantes sociales, enfin, tous les agents de proximité qui vont voir les personnes âgées. Ce sont des gens qui sont complètement hors terrain, qui sont dans leur dossier, pour lesquels il faut quand on nous dit qu'il y a actuellement sur la conférence de presse d'hier 214 cas ont été investigués, donc il y a 214 cas, mais ça fait rire tout le monde. Moi, j'étais intervenu au JT de Réunion Première en disant au moment du premier cas, mais vous savez, il y en a déjà de beaucoup. Et puis qui dit premier cas, il y a 30 personnes tous les jours à l'ARS qui essayent de remonter la chaîne, mais c'est ridicule. Je préfère justement que ces gens-là payés par l'ARS soient là pour compter les masques, ceux qui sont en bon état. Et à ce jour, on en a reçu par médecin pour la semaine que 3. 3 quoi? 3 masques? 3 FFP2, 3 masques. Donc il y a 3 masques par médecin sachant de que la ville durée de vie pour une semaine, sachant qu'on a reçu depuis avant-hier, oui, des masques FFP2.
voilà, ceux qui, a priori, sont plus fiables que les chirurgicaux. Alors maintenant, vu la pénurie, on dit que tous les masques sont fiables. Faut arrêter, quoi. Donc, le médecin, encore, ils sont derrière, parfois dans leur cabinet, mais c'est les infirmières. C'est insupportable qu'on dit d'aller au front et elles ne sont pas protégées. D'où l'intérêt de faire de la téléconsultation pour aussi les protéger et faire essayer d'être au lit du patient sans y être. Mais c'est insupportable. La gestion administrative de l'ARS, c'est insupportable. Qu'est-ce qu'on fait avec 3 masques par semaine, sachant qu'il faut le changer toutes les quelques heures? Eh ben, on les réutilise le lendemain et le surlendemain. C'est ce que j'ai dit à ma remplaçante tout à l'heure. Ben, écoute, tu as un masque, essaye de le prendre aussi pour demain. Ça n'a aucun sens au niveau hygiène et sécurité. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, après, on peut pas taper la pierre sur des organismes qui, de toute façon, ne sont que le résultat de politiques de santé depuis droite-gauche, depuis 10-15 ans. Hein. Si à La Réunion est peut-être, alors peut-être, moi je dirais pas que les structures sanitaires sont très inférieures en métropole, je ne suis pas sûr. Bon, après, il faudrait voir les chiffres. Mais tout ça est le résultat d'économies de santé aux dépens du patient et du personnel, que ce soit en libéral, que ce soit dans le monde public, depuis 10-15 ans, quel que soit le gouvernement. Alors justement, Philippe de Chazourne, vous avez évoqué l'étude que vous aviez faite sur le chikungunya. En quoi le fait d'avoir étudié le chikungunya vous permet de mieux faire face à l'épidémie de coronavirus, à la gestion épidémiologique? Alors déjà en 2006, ça avait été très mal géré, non pas par l'ARS, parce que ça n'existait pas, mais par les DAS et les DRAS, Direction régionale des affaires sanitaires, avec énormément d'attentes, enfin de délais entre les premiers signes et les premiers patients et des actions fortes. Il a fallu la venue de Xavier Bertrand, je me rappelle très bien, début 2006, pour se faire bouger un peu les maires et les structures locales. La différence, c'est que justement, je pense que la Réunion est assez préparée à ces épidémies de chikungunya, et par rapport au traitement, puisqu'on a fait une étude, testant étonnamment d'ailleurs l'anivaquine, et une étude très rigoureuse avec randomisée, avec un bras placebo, faite par le professeur Xavier Lamballerie, qui était l'HP de Marseille, donc pas loin du professeur Raoult, et le professeur Flao, qui était le directeur de l'école santé publique de Rennes et de l'INSERM de Paris, et qui avait montré, alors contrairement à ce qui se passait in vitro, c'est-à-dire l'efficacité de l'anivaquine sur le chikungunya, mais ça n'a pas marché in vivo. Alors ça ne veut pas dire que celle de Raoult, et j'espère que ça marchera. Et néanmoins, c'est intéressant parce que j'ai relu le protocole. Cette nivaquine était donnée dès les premiers signes du chikungunya, sans attendre les facteurs de gravité, et ce qui conforte quand même le protocole du professeur Raoult, même s'il n'est pas méthodologiquement peut-être complètement dans les clous, mais on ne peut pas faire dans les clous quelque chose en précipité comme ça. Donc c'est très intéressant de mettre en parallèle ces deux études, Nivachi, Curachik et l'étude du professeur Raoult. Alors, très bien. Patricia Braflant-Trobo, en Guadeloupe, quelle est l'atmosphère en ce moment? Est-ce que vous dites les gens ne font attention au confinement et n'ont pas particulièrement peur? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une peur que la vague arrive ou quelque chose à quoi on ne pourrait pas faire face? Alors, je voudrais déjà aussi réagir sur ce qu'a dit Monsieur de Chazourne. Le cas pour la Guadeloupe concernant l'ARS, c'est exactement la même chose, même qu'il y a eu un référé au tribunal par un syndicat, le syndicat UGTG, pour exiger que l'ARS et le CHU fassent leur boulot, c'est-à-dire commander des masques, des tests et procéder à un dépistage convenable de la population. Donc, le tribunal administratif a donné raison au syndicat et d'ailleurs, c'est en train de faire jurisprudence parce que même, comment est-ce qu'il s'appelle déjà, le Dupont-Aignan est en train de citer ce modèle guadeloupéen comme exemple pour forcer des institutions comme l'ARS à faire convenablement leur boulot, même si on sait qu'ils ne sont que les acteurs, ceux qui mettent en œuvre la politique gouvernementale de santé et qu'ils ne peuvent pas en faire plus. Et le gouvernement est en train d'ailleurs de chercher les moyens pour se débiner face à cette demande du tribunal administratif. Alors, concernant la peur et le confinement, nous avons aussi, nous, en Guadeloupe, la culture du risque. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en France hexagonale. Nous avons des risques naturels permanents. C'est chaque année, et nous sommes rentrés dans cette période, c'est chaque année que nous devons faire face aux cyclones, par exemple. Et pendant cette période de confinement, il nous a déjà été rappelé de ne pas oublier que la saison cyclonique va bientôt commencer, c'est-à-dire en juin. Donc, il se peut très bien que nous connaissions un épisode cyclonique. Donc, nous sommes habitués
à ce genre de situation que nous arrivions à gérer avec, j'ai envie de dire, beaucoup moins de dégâts psychologiques du point de vue des conditions de vie, tout en sachant que les conditions sanitaires ne sont pas totalement remplies et les territoires, effectivement, avec un CHU brûlé, bon, je ne sais pas si vous imaginez un CHU brûlé en France hexagonale, c'est même pas imaginable. Et donc, non, pas nous vraiment, tenons les soignants de Guadeloupe, pour moi, ce ne sont même plus des gens à applaudir sur les balcons, ce sont vraiment des héros parce qu'ils arrivent à soigner la population et à tenir une politique de santé avec un CHU dans cet état. Et concernant les masques, il y a un très grand élan de solidarité qui s'est développé en Guadeloupe où tout le monde pratiquement se met à fabriquer des masques. C'est-à-dire des masques avec des fenêtres à l'intérieur desquelles les personnes peuvent introduire ou des mouchoirs ou des morceaux de t-shirt qui sont coupés. Voyez, il y a une ouverture dans les masques et les gens peuvent changer éventuellement la barrière supplémentaire qui est mise. Donc ça aussi, c'est aussi dans notre culture guadeloupéenne. C'est ce qu'on appelle le poté-monève, le débouillard, parce qu'on se rend bien compte que l'État, mais l'État n'est pas à la hauteur en Guadeloupe, mais plus généralement, moi j'entends les soignants de France, et depuis longtemps, ça fait plus de 15 ans, comme disait le médecin, que tout le monde sait que le système français de santé est défaillant, et là, cette crise, s'il y avait besoin d'un exemple supplémentaire pour le montrer, cette crise est en train de le démontrer ouvertement. Oui, et de façon très criante. Julien, une toute dernière question avant qu'on se quitte sur le cas de Mayotte. On est dans une problématique encore compliquée. Donc, ce département français, d'un point de vue sanitaire et social, au niveau d'un pays en développement. Est-ce que la métropole a conscience du cataclysme que cette épidémie pourrait produire là-bas ? Je n'en suis pas certain. Ce qui est sûr, c'est que le Mayotte se distingue toujours et extrêmement régulièrement pour les difficultés qu'elle rencontre. Il faut savoir qu'à Mayotte, il y a 50% de la population qui est étrangère et la moitié de cette population étrangère qui est en situation irrégulière. Donc là-bas, moi, je parlais au directeur de l'INSEE, Jamel Mekawi. Il m'expliquait que les logiques de survie, l'économie de subsistance, mais on parle d'une subsistance à quelques jours. C'est pas du tout une subsistance générale, enfin sur du long terme, quoi. Ça représente 9% du PIB. Donc la situation est davantage comparable à ce qui se passe à Madagascar, ce qui se passe en Inde, ce qui se passe dans des pays comme ça. Et les services, alors là, l'hôpital de Mamoudzou, il n'a pas brûlé, mais ils sont saturés à 200% en temps normal, 100% dans les services de néonatalité, mais 100% dans les autres services. Donc les lits en réanimation, c'est une dizaine, il y a 300 000 habitants. Donc voilà, la situation est quand même… il faut quand même réfléchir à Mayotte et à la façon dont on envisage ce territoire et dont on envisage le confinement, par exemple, puisque rester chez soi, c'est un luxe. Donc, il va falloir à tout prix trouver une nouvelle… La ministre parlait de ça sans réellement proposer de mesures, mais bon, elle disait qu'il fallait trouver une nouvelle doctrine pour… je crois que là, pour Mayotte, c'est une urgence. Eh bien, on compte sur toi pour continuer à questionner la ministre. Merci, Julien Sartre. Tu es journaliste à Mediapart où tu suis les questions d'outre-mer. Merci, Philippe de Chazion. Vous êtes médecin généraliste, régulateur du 15 et président de l'association Med-Océan à La Réunion. Et merci, Patricia Braflant-Trobo. Vous êtes autrice d'essai, je cite, le dernier Noir et Manager aux éditions Nestor. Et vous êtes en Guadeloupe. Merci à tous les trois d'être passés dans À l'air libre.